Avec à la une cette annonce d'Emmanuel Macron sur X en déplacement au Liban. Le président assure que les 2 otages franco-israéliens détenus par le Hamas font partie des 33 otages qui seront libérés lors de la première phase de l'accord conclu entre le Hamas et l'État hébreu. Nous serons dans un instant avec le cousin d'Ofer Calderon et toutes nos équipes sur le terrain. Dans l'actualité aussi, cet avion français en mission pour l'OTAN visé par un radar russe. L'armée parle d'un incident sérieux, d'une action agressive. Il règne comme un air de guerre froide en Baltique. Et puis en France, François Bayrou, qui a évité une première motion de censure hier, joue la carte de la réconciliation avec tous les partenaires sociaux autour de la table pour revoir la réforme des retraites. Nous verrons dans l'heure qui vient ce qu'a donné cette première réunion, coup d'envoi d'un vaste chantier qui doit durer 3 mois. Tout de suite, c'est votre journal avec Sylvia Nicole. Bonjour Sylvia. Bonjour Isabelle et bonjour à tous. Au Proche-Orient, le cabinet de sécurité de Benyamin Netanyahou est actuellement réuni pour approuver l'accord sur le cessez-le-feu à Gaza. Les premières libérations d'otages pourraient intervenir dès dimanche. On a appris donc que les 2 citoyens franco-israéliens faisaient partie de la liste des otages libérables lors de cette première phase de l'accord. Une très bonne nouvelle, mais en même temps, on sait qu'il faut rester prudent jusqu'au bout. Et c'est Emmanuel Macron qui l'a annoncé sur X, cette bonne nouvelle concernant donc Ofer Calderon et Ouad Yahaloumi. Le président français qui est en visite au Liban, on va retrouver sur place Bastien Auger avec Éric Jessé. Bonjour à tous les deux. Bastien, le président français très impliqué pour le retour de ces otages franco-israéliens. Oui, et d'ailleurs, il a communiqué, ou plus précisément, ses équipes ont communiqué cette nouvelle sur les réseaux sociaux pendant que lui, Emmanuel Macron, était ici à Beyrouth en train de rencontrer longuement des habitants. Alors, en réalité, ce que l'on comprend, c'est que le chef de l'État français, nous disent certains proches, était au courant depuis un certain temps déjà que ces 2 otages français figuraient dans cette liste. Mais voilà, il attendait le moment opportun pour communiquer sur cette information. L'entourage du chef de l'État insiste sur le fait qu'il s'est beaucoup impliqué lui-même, même avant l'annonce de cet accord de cessez-le-feu pour qu'il figure sur cette liste prioritaire. Il a notamment essayé de peser auprès de ses interlocuteurs égyptiens ou qataris dans la région. Réjouissance donc, mais prudence du côté de la France, parce que l'on rappelle que le fait de figurer sur cette liste ne veut rien dire sur ni le fait d'abord de savoir si ces 2 personnes sont bel et bien en vie, et puis surtout sur la suite des événements. Il faut maintenant que l'accord entre en vigueur et qu'il tienne assez longtemps pour que le groupe dans lequel figurera ces 2 Français, ça arrive à ce groupe, parce que vous savez, souvent ça se fait par groupe. Donc voilà, réjouissance mais prudence côté français. Merci beaucoup Bastien Auger en direct du Liban avec Éric Jessé à vos côtés. En France, ça y est, les partenaires sociaux sont au travail. La première réunion sur la réforme des retraites est en cours en présence de plusieurs ministres et de François Bayrou. Objectif donc trouver un accord dans les 3 prochains mois. Le gouvernement y croit. On va retrouver Mathieu Desmoulins avec Lila Batrinat au ministère du Travail. Bonjour à tous les deux. Mathieu, top départ donc de ces concertations, même si les partenaires ne pourront vraiment commencer à travailler que lorsqu'ils auront les chiffres de la Cour des comptes. Absolument, cela fait une petite heure maintenant que ça a commencé. Il faut noter que personne n'a à cette heure claqué la porte de ce premier conclave autour du Premier ministre avec tous les partenaires sociaux autour de la table. Il faut dire que le plus dur pour les syndicats ne commencera que dans quelques semaines, lorsque la Cour des comptes aura rendu son rapport sur le financement du système de retraite. Le Premier ministre l'a redit ce matin, il n'y a aucun tabou, ni sur l'âge, ni sur aucun autre paramètre de cette réforme des retraites. Mais il va falloir du temps et de longues heures de négociation pour tenter d'arracher un accord entre les syndicats qui réclament l'abrogation de la retraite à 64 ans et de trouver un compromis, et le patronat qui, pour certains, voulait aller plus loin ou ne veut pas alourdir le coût du travail. Il y a un gigantesque fossé sur lequel il va falloir trouver des compromis, et cette épée de Damoclès qui plane au-dessus de la tête, résume l'entourage du Premier ministre. S'il n'y a aucun accord à l'issue de ces 3 à 4 mois de négociations, eh bien c'est la réforme des retraites actuelles adoptée par 49.3 sous Elisabeth Borne qui continuera de s'appliquer pour les retraités français.
Merci beaucoup Mathieu Desmoulins pour ces dernières précisions avec Lila Badrinat à vos côtés. Et hier, François Bayrou a réussi à convaincre les socialistes de ne pas voter la motion de censure grâce à une série de concessions faites, notamment sur la justice sociale, l'éducation et bien sûr la réforme des retraites. La France insoumise qui a déposé la motion en a tiré toutes les conséquences. Écoutez Eric Coquerel, député LFI qui était l'invité de la matinale de LCI. Le fait que le Parti socialiste ne vote pas cette motion est effectivement problématique. Moi, j'estime que ceux qui n'ont pas voté la motion de censure sont de fait dans une majorité sans participation au gouvernement. Vous ne considérez plus ce matin qu'ils sont vos partenaires? À ce stade-là, au moment où on se parle, non. Conséquence des nouvelles révélations cette semaine, la conférence des évêques demande à la justice d'ouvrir une enquête sur l'abbé Pierre, une enquête qui pourrait permettre aussi de découvrir d'éventuelles autres victimes. Il faut aller jusqu'au bout de la vérité, selon le président de la conférence des évêques. Le prêtre qui est décédé en 2007 est visé par 9 nouvelles accusations de violences sexuelles. Au total, 33 témoignages accablants ont été récoltés depuis le début de l'affaire en juillet. Après le succès du premier vol en orbite de son concurrent Blue Origin de Jeff Bezos, c'était hier, SpaceX, propriété d'Elon Musk, a réussi à récupérer le premier étage de sa méga fusée Starship. C'est un exploit. Et ce nouveau vol avait été organisé pour le confirmer. En revanche, et vous le voyez sur ces images, SpaceX a perdu contact avec le second étage de la fusée qui a explosé. Le régulateur américain de l'aviation a dû brièvement ralentir et détourner les avions autour de la zone de la chute des débris. Voilà pour l'essentiel, Isabelle, c'est à vous. Merci beaucoup Sylvia, à tout à l'heure. Ce retour donc d'un prudent espoir au Proche-Orient pour les familles des otages israéliens. Emmanuel Macron, en déplacement en ce moment au Liban, annonce donc sur X que les 2 franco-israéliens détenus par le Hamas sont dans la liste des 33 otages qui doivent être libérés dans la première phase de l'accord de Gaza. Il s'agit d'Ofer Calderon et de Ouad Yahalomi. On en parle avec autour de la table le chef du service international de LCI, Grégory Phillips. Bonjour à vous. Bonjour Isabelle. À vos côtés, Thomas Misraki, bonjour. Éditorialiste international LCI. Également avec nous le général François Chauvency. Merci d'être là, consultant géopolitique pour LCI. Et également avec nous, Irena Karpa, vous êtes écrivaine ukrainienne basée à Paris. Bienvenue à vous. Alors depuis l'annonce de mercredi, il y a eu beaucoup de tensions, de hauts, de bas. Cette fois, depuis ce feu vert hier du gouvernement israélien pour un accord de cessez-le-feu, l'espoir est donc de retour. Bethsabée Salem, vous êtes notre correspondante à Tel Aviv. Quelles sont les réactions avec cette annonce concernant les otages ? Alors écoutez, on savait que ces 2 otages franco-israéliens se trouveraient sur cette liste puisque ils sont à la voix, ils ont plus que 50 ans et ils sont tous les 2, ils ont été blessés lors de leur enlèvement. Beaucoup de soulagement bien sûr pour leur famille. Hadas Calderon, la femme d'Ofer Calderon, était interrogée ce matin à la télévision. On l'a vue pour la première fois depuis de longs mois sourire. Hadas Calderon qui a aussi confié qu'elle était effrayée puisqu'elle ne sait pas si son mari est encore en vie. On ne sait pas quels sont les otages de cette liste qui sont encore vivants, mais ce qu'on sait, c'est une exigence israélienne face au Hamas, eh bien c'est que ce sont les premiers libérés seront les otages qui sont encore en vie. Alors si tout va bien, dimanche on assistera aux premières libérations, dimanche à 16h selon les médias israéliens. C'est aussi ce jour de dimanche a été confirmé par le cabinet du Premier ministre ce matin, sous réserve bien sûr que le gouvernement et le cabinet votent en faveur de l'accord. Merci beaucoup Bethsabée Salem en direct de Tel Aviv. C'est une attente insoutenable qui dure depuis 15 mois maintenant avec ces hauts, ces bas depuis mercredi. Là, une annonce qui relance l'espoir, Thomas. Oui, alors, mais avec beaucoup de prudence. Beaucoup de prudence, parce que effectivement, ce que vient de dire Bethsabée, c'est essentiel. Les premiers otages sont a priori les otages qui sont encore vivants, mais on ne le sait pas. On ne sait pas si ces 2 franco-israéliens sont encore vivants. Ce que l'on sait, ce que je peux vous dire, c'est que la diplomatie française et les autorités françaises se sont démenées depuis le 7 octobre, depuis les attaques du 7 octobre pour faire libérer tous les Français. Il y a eu 48 Français tués le 7 octobre. Il y a eu 8 Français pris en otage, 2 sont décédés, 4 ont été libérés, donc ce sont les 2 derniers, et parmi les 4 libérés, les enfants de ces 2 hommes. Donc
pour l'instant, vraiment, il faut être extrêmement prudent sur ce qui va se passer. Moi, j'ai pu voyager dans la région avec les 2 derniers ministres des Affaires étrangères, Stéphane Séjourné et Jean-Noël Barrot. Jean-Noël Barrot qui disait encore hier qu'on n'avait pas de nouvelles de ces hommes depuis plusieurs mois, donc on ne sait pas dans quel état ils sont. Ils ont été blessés lors du 7 octobre. On ne sait pas dans quelles conditions ils ont été détenus. Vraiment, soyons prudents, attendons de les voir revenir. Espérons que ce soit dimanche pour eux et pour leur famille. Oui, parce qu'on rappelle, Grégory, que c'est au cours de cette première phase qui doit durer 42 jours, mais que ce sera par 3 otages chaque semaine. Donc il y a vraiment un compte-gouttes, j'allais dire morbide finalement, ou insoutenable en tout cas pour les familles. Oui, pour un total de 33 otages qui normalement doivent être libérés au cours de cette première phase. Comme Thomas, il faut dire évidemment l'espoir et la prudence. C'est une bonne nouvelle que le chef de l'État français dise leur nom est sur la liste. Maintenant, la prudence, elle doit être extrême. D'abord parce que tout peut encore capoter jusqu'à dimanche ou lundi. On a vu ces dernières heures que il y a des revirements, des exigences de part et d'autre qui font que l'accord d'un seul coup devient chancelant. Donc il faut être extrêmement prudent d'abord sur la concrétisation de cet accord de cessez-le-feu. Et dans un deuxième temps, sur qui figure sur cette liste. Bethsabée semblait dire que normalement ce sont d'abord les otages vivants qui vont être remis en liberté, mais vous savez qu'on estime à environ 98 le nombre de personnes encore retenues à Gaza, et seul un tiers sans doute sont vivantes. Donc il y aura aussi des retours malheureusement de dépouilles. On ne connaît pas l'état de santé de Ofer Calderon et Ohad Yahalomi. C'est pour ça que voilà, c'est une bonne nouvelle. Honnêtement, on sera complètement soulagé quand on les verra sortir de Gaza. On connaît le processus, on se souvient en novembre, quelques semaines après le début des hostilités, on avait vu des premiers otages libérés avec ce balai d'ambulance qui les amène normalement jusqu'au poste frontière de Rafah avec l'Égypte. Et puis ensuite, les otages sont pris en charge par l'armée israélienne et amenés dans des hôpitaux. Voilà. Tant qu'on ne les a pas vus dans ces ambulances et sortis du territoire palestinien, on restera extrêmement prudent. Oui, en général, on parle d'un accord sur un cessez-le-feu qu'on espère entrer en vigueur à partir de dimanche, mais on est loin de la fin de la guerre. On parle de trêve et pas de fin de la guerre. Ensuite, ces otages, ils finissent par remplir le rôle d'un otage, c'est-à-dire établir à un moment donné des rapports de confiance qui n'existent pas à la date d'aujourd'hui entre les deux belligérants. C'est-à-dire que de part et d'autre, on a tellement confiance en l'autre que les négociations sont extrêmement ardues. Et du côté du Hamas, l'enjeu, c'est quand même éventuellement d'être complètement éradiqué une fois que les otages seront libérés. D'où la durée, je dirais, finalement, de cette libération des otages, de telle façon que petit à petit, un cycle irréversible se mette en place. Ce n'est pas sûr que ça vienne. Juste une précision sur les chiffres que je vous donnais, et je viens de vérifier auprès de la presse israélienne, 98 personnes encore détenues à Gaza, 36 d'entre eux, donc un tiers, sont déclarés morts, et une soixantaine sans doute encore vivants. Et on va évidemment suivre ça tout au long de la journée sur LCI. Vous restez avec nous dans un instant. On va vous parler de ces tensions très fortes autour de la mer Baltique après qu'un avion français a été visé par l'armée russe. À tout de suite. En direct sur LCI avec la mer Baltique au cœur de très fortes tensions entre l'OTAN et la Russie. Nouvelle illustration avec cet avion de la marine française, un Atlantique 2, ciblé par un radar de l'armée russe alors qu'il était en train d'effectuer un vol de surveillance au-dessus de la Baltique pour une mission de l'OTAN. Le porte-parole de l'état-major des armées parle d'une action agressive. Retour sur cet incident pris très au sérieux avec Camilla Campuzano. C'est pendant ce vol que l'avion Atlantique 2 est pris pour cible. Donc là on est en patrouille au milieu de la mer Baltique, on est au niveau des... Mercredi, il survole la mer Baltique quand il est illuminé selon les termes militaires par les Russes. Autrement dit, il est visé. Le coup d'après, c'est j'appuie sur le bouton. Donc c'est dans les eaux internationales, on n'est pas en guerre avec eux, c'est une posture excessivement agressive. Il y a le signal que vous n'êtes pas bienvenu ici et qu'on peut vous descendre quand on veut. L'armée française évoque une désignation par un radar de conduite de tir. Donc là, typiquement, on voit un bâtiment qui est un bâtiment de commerce. L'aéronef est le premier appareil français à participer à l'opération de l'OTAN Baltic Sentry. Une mission pour protéger les câbles sous-marins sabotés à plusieurs reprises dans ce secteur très sensible. On est dans une mer qui est quasiment fermée, avec plein de pays autour. Certains sont de l'OTAN, d'autres non. Cette opération vient tout juste d'être lancée cette semaine.
et elle est déjà sous la menace russe. C'est un avion qui va repérer potentiellement ces bateaux qui peuvent endommager les communications européennes. Et quand cet avion de défense est visé et pris pour cible par les Russes, c'est un acte de guerre. Là, l'équipage ne savait pas ce qu'il risquait, ils ne savaient pas s'ils allaient mourir 5 secondes plus tard. On passe à chaque fois, à cause de la Russie, à 2 cm d'être en guerre. Ils font voler des drones dans l'espace aérien, même allemand maintenant. Ils vont de plus en plus loin. Interpellé sur la question, l'OTAN confirme, mais minimise. Je ne veux pas parler de ce cas en particulier. Mais de façon générale, ce type d'incident est assez répandu. C'est sérieux et cela va au-delà des frontières de l'Europe. L'Atlantique 2 est un avion de surveillance des océans. Il contrôle les bateaux et détecte les sous-marins avec ses caméras infrarouges. Mais il est sans défense, l'avion est très lent et n'est pas armé. Et cette réaction, il y a quelques minutes à peine, du ministre des Armées, Sébastien Lecornu, qui tweete depuis le Liban et qui raconte donc ce qui vient de se passer, une action agressive qui n'est pas acceptable. Voilà ce que dit le ministre des Armées, une réaction générale François Chauvency. On a entendu dans le reportage, c'est un acte de guerre quand on vise un avion comme ça veut dire que l'étape d'après, c'est qu'on peut appuyer sur le bouton. Oui, tout à fait. Mais enfin, il ne faut pas non plus dramatiser quelque chose qui s'est passé depuis les années de la guerre froide. Régulièrement, cette illumination de cible de l'autre côté était faite. Je rappellerai quand même qu'on a une frégate illumination, on rappelle, c'est vraiment un terme technique pour dire on cible. On voit qu'on vous a vu et qu'on peut vous détruire. Une frégate turque a bien illuminé une frégate française, ce qu'on en soit arrivé à la guerre. C'était il y a 3 ans ou 4 ans. Voilà. Bon, maintenant, il faut peut-être préciser ce que c'est qu'un Atlantique 2, tel qu'on vient de le voir. Ce n'est pas qu'un avion de surveillance, c'est un avion de renseignement. Il y en a 18 dans l'armée française qui viennent d'être rénovés. Le but, c'est de se renseigner, pas uniquement de surveiller, de contrôler. Donc, je dirais que... Et je crois qu'on a déjà eu un problème, d'ailleurs, en mer Noire avec ce type d'avion qui a aussi été illuminé. Donc, ça fait partie, je dirais, de ce jeu des symboles, des menaces. Et puis, ce que j'ai bien entendu, c'est que quand même, c'est une mission qui venait de débuter. Et c'est la France qui en était finalement le pilote de cette mission de renseignement. Et les Russes ont voulu marquer le coup en disant « on vous a bien vu, on sait que vous êtes là et on vous signale que ». Mais d'un autre côté, je reviendrai plutôt à ce qui a été dit en termes de, par l'un des intervenants. Nous sommes dans une action du temps de paix en période de tension. Nous sommes là, effectivement, avec l'expression des menaces, avec ce qui pourrait arriver, mais au point de dire que cet avion pourrait être détruit dans les 5 minutes, 5 secondes qui suivent, c'est peut-être un peu excessif. Thomas Misraki, vous avez pu vous entretenir avec un journaliste de l'AFP qui était à bord de cet avion quand il a été visé. C'était le seul journaliste, Guillaume Bonnet. Je vais vous raconter ce qu'il m'a raconté ce matin. On s'est parlé longuement au téléphone. D'abord, pour revenir sur ce que vient de dire le général, il a raison. Quand les responsables de l'OTAN parlent de quelque chose d'habituel, je vais vous donner des chiffres. En 2023, ce sont les chiffres de l'OTAN, il y a eu 300 accompagnements d'avions russes par les forces de l'OTAN, par les forces aériennes de l'OTAN, pour dire aux Russes, hop, vous débordez ou vous risquez de déborder. Le chiffre, il est quasiment le même en 2024. Donc ça fait 300 par an, 300 à 400 par an, c'est 1 par jour quasiment. Donc ce qui est arrivé, ces incidents, ils arrivent régulièrement. Cet incident en particulier, il est intéressant pour plusieurs raisons. D'abord parce que c'est un avion français, qu'on est dans une nouvelle opération de l'OTAN, et ça c'est capital, Sentinelle de la Baltique, qui fait suite évidemment au sabotage supposé de câbles au mois de décembre dernier, au câble sous-marin. Il vise un avion français. Vous l'avez raison de le préciser, ces avions, ils datent du début des années 60. C'est pas des avions récents. La raison pour laquelle je vous dis ça, c'est que Guillaume Bonnet, donc, qui était dans cet avion-là, qui a été ciblé, m'a raconté ce matin qu'ils ont dû changer d'appareil en fait. Ils devaient partir avec un autre appareil qui avait des problèmes techniques et donc ils sont partis avec 4 heures de retard ou 3 heures de retard. Puis le vol a mis 4 heures pour arriver sur zone, c'est-à-dire dans l'espace aérien international surveillé par cet avion. C'est un avion qui peut changer d'altitude. Il volait aux alentours de 1500 mètres quand l'incident, semble-t-il, a eu lieu. Alors lui, il me raconte quelque chose d'exceptionnel. Il me dit voilà, pour des raisons évidemment de sécurité, pour des raisons de secret défense, moi j'ai très peu pu filmer à l'intérieur. J'ai quand même pu parler aux pilotes, aux chefs de bord. Ils m'ont expliqué comment les choses fonctionnaient, mais j'ai passé l'essentiel du temps de la mission dans l'arrière de l'appareil. 12 heures de mission quand même, 8 heures de vol, escale à Riga au retour. Et comment ça a réagi au moment de l'illumination? Je vais vous le dire.
Ça n'a absolument pas réagi. Il me dit, Guillaume Bonnet, je ne me suis rendu compte de rien. Il y a eu un moment, une tension, une forme de concentration dans l'équipage, mais sur le coup, je me suis rendu compte de rien. Les pilotes et l'équipage, une quinzaine de personnes à bord de cet avion étaient extrêmement professionnels. Le lendemain de ce ciblage, j'ai la préfecture de Brest qui m'a appelé en me racontant ce qui s'était passé, en me demandant si ça m'intéressait et si je voulais l'inclure dans mon reportage. Voilà ce que m'a dit Guillaume. Et donc évidemment, il a appelé son chef et il lui a dit, ou le correspondant de Brest à l'AFP, il lui a dit voilà ce qui m'est arrivé hier. Et c'est comme ça que l'histoire est sortie. Lui ne s'est rendu compte de rien. Est-ce qu'on a Marion Bûcher, experte aéronautique et ancienne pilote de chasse, en ligne ? Ah, ben c'est formidable. Bonjour Marion Bûcher, merci d'être avec nous. Vous avez peut-être pu entendre ce que nous racontait à l'instant Thomas Misraki. C'est le sang-froid, la bonne réaction de l'équipage dans ce genre de situation. Oui, alors c'est vrai que c'est une illumination. On n'a pas vraiment d'éléments sur la durée de cette illumination. Il faut savoir que au départ, il y a différents types de radars. Vous avez des radars qui vont permettre de déterminer la position, de déterminer la position et la vitesse de trajectoire d'aéronefs, qui vont plutôt être des radars de veille. Et effectivement, l'illumination, là on va être sur un radar un petit peu différent, avec des types d'ondes différents, ce qui fait qu'on a des détecteurs dans les avions qui permettent de savoir par quel type de radar illuminer, et que quand on est illuminé par un radar d'illumination qui sert au tir, là, on va avoir des alarmes qui vont se déclencher. Alors, on ne sait pas rien de quelle durée a été cette alarme. En tout cas, cet événement, il est dans un contexte d'action absolument inamicale de la Russie sur le plan militaire, qui vont du signalement stratégique avec le déplacement de leurs sous-marins jusqu'à Cuba en juin-juillet, jusqu'à l'intimidation un petit peu quotidienne. Comme le disait le général Chauvency, on a des cas déjà qui sont arrivés. Comme le disait le général de l'OTAN, ça arrive de temps en temps. C'est pas forcément extrêmement fréquent, et effectivement, c'est pas une action extrêmement amicale. Alors, l'activité de la Russie, oui, elle est stable ces dernières années, mais c'est quand même pardon Marion, je me permets de vous interrompre parce que la connexion n'est pas très bonne, et c'est dommage parce que le général Chauvency acquiesce. On a envie de vraiment bien comprendre ce que vous nous dites. En tout cas, le général Paloméros, qui était l'invité ce matin du Temps de l'Info, disait les pilotes doivent faire dans ces situations comme s'ils étaient des pilotes de combat. Oui. Les réactions doivent être celles-là, malgré tout. Un militaire est toujours en situation de veille opérationnelle, donc quel que soit son poste, qu'on soit un pilote d'avion de chasse ou un équipage d'avions de surveillance et de renseignement, le professionnalisme que vous avez évoqué, Thomas, il est là. Nous sommes en situation de tension et on réagit calmement avec les événements auxquels on est plus ou moins habitué, où on est prêt à faire face. Donc voilà, ça c'est important de le dire. Et puis je profiterai de l'occasion pour rappeler qu'effectivement ces avions sont assez anciens, parce que simplement qu'on a même raté un marché avec les Allemands qui devaient faire un avion ensemble de nouvelle génération, et que les Allemands ont fait capoter le projet. Il faut le dire de temps en temps. Une petite précision aussi, ces avions ils peuvent être armés. Dans le sujet, on disait que je ne sais pas si cet appareil-là était armé, mais ils peuvent être armés de missiles à M39, de bombes guidées laser, ou même de torpilles. Hein. C'est pas un jouet. Hein. Mais c'est pas l'objectif. Non, c'est pas l'objectif. Parce que le renseignement aujourd'hui est fondamental. Et sur la Baltique, qui est une mer otanienne, aujourd'hui, il est important d'avoir ce type d'avion qui renseigne. Alors, justement, Laura Pouget, bonjour à vous. Vous allez nous raconter précisément quelle était la mission de cet avion français en mer Baltique pour l'OTAN. Voilà à quoi cette mission devait ressembler, Isabelle. Ces images, publiées par l'armée française hier, montrent un avion français Atlantique 2, même modèle que celui ciblé par les Russes, en mission de surveillance des navires, regardez, au-dessus de la mer Baltique. L'avion visé, lui, a décollé mercredi de Bretagne. Il a passé près de 5 heures, ensuite au large de la Suède et des Pays-Baltes, pour contrôler environ 200 navires, essentiellement civils. Une opération effectuée dans le cadre de la mission Baltic Sentry, tout récemment mise en place par l'OTAN. Sa raison d'être ? La menace russe croissante en mer Baltique, son objectif, accroître la présence de l'Alliance dans la zone pour y répondre. Ses moyens, des frégates, des avions de patrouille maritime, mais aussi des nouvelles technologies comme une petite flotte de drones navals. Sa durée indéterminée. Cette nouvelle mission de l'OTAN a été officialisée ce mardi à l'occasion d'un sommet des alliés riverains de la mer Baltique, que vous voyez ici réunis. Ils s'étaient retrouvés pour répondre aux actions de guerre hybride menées par la Russie dans ces eaux. Écoutez Marc Rutte, le secrétaire général de l'OTAN,
pendant la conférence de presse qui a suivi. Hybride, ça sonne un peu comme un câlin, mais hybride, ça signifie sabotage. Hybride, ça signifie cyberattaque. Hybride, ça signifie parfois même tentative d'assassinat. Dans le cas présent, cela signifie frapper nos infrastructures critiques. L'Alliance ne l'acceptera pas et nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour être en mesure de riposter. Bon, Laura, cette mission, c'est donc clairement une réaction au sabotage récent en mer Baltique qu'on évoquait tout à l'heure. Une réaction, en effet, aux faits survenus le 25 décembre dernier dans les eaux de la mer Baltique. Ce jour-là, le câble électrique S-Link 2 et 4 autres câbles de télécommunications reliant la Finlande à l'Estonie ont été détruits. Le lendemain, le pétrolier Eagle S, ici en photo, en provenance de Russie, était arraisonné à Porvoo, à 30 km d'Helsinki, car suspecté d'être à l'origine des sabotages. Selon la police finlandaise, ce pétrolier aurait intentionnellement laissé traîner son ancre sur plusieurs dizaines de kilomètres de fond marin. Le Eagle S battait pavillon des îles Cook et il transportait de l'essence en provenance d'un port russe. Il appartiendrait à ce qu'on appelle la flotte fantôme de Moscou, des navires souvent vieillissants, exploités sous pavillon étranger, que la Russie utilise pour transporter son pétrole en contournant les sanctions occidentales. Une flotte fantôme que les Européens soupçonnent d'être particulièrement active ces derniers temps. Au mois de novembre dernier déjà, dans la Baltique toujours, 2 autres câbles avaient été abîmés. Cette fois, c'est un navire battant pavillon chinois, mais venant lui aussi d'un port russe, le Yingpeng 3, qui avait été soupçonné. Merci beaucoup Laura. Et la porte-parole du ministère des Affaires étrangères de la Russie estime que l'OTAN et l'Union européenne mènent actuellement une campagne visant à promouvoir l'hystérie anti-russe. Une réaction Oui, c'est pas étonnant, c'est pas nouveau. Depuis 2014 qu'ils exercent toutes ces méthodes de la guerre hybride, comme a été mentionné par Mark Rutte. Et à part, que les câbles soient endommagés, donc il y a la destruction de cette infrastructure de connexion. Ils mettent de l'explosif aussi dans les envois postaux. Depuis 2014, ils rêvent toujours, la Russie rêve de transformer la mer Baltique en lac russe, comme ils essayent de faire avec la mer Noire. Mais jusqu'au présent, c'était plutôt démonstratif, c'était plutôt les provocations. Il y avait des avions russes qui volaient à côté des bateaux d'OTAN. Et aujourd'hui, avec l'attaque de l'avion français, c'est le niveau qui est plus haut et qui exerce qu'il faut en fait qu'on riposte, parce que tôt ou tard, la Russie essaiera d'envahir les pays baltes et attendre que les pays de l'Europe unie vont pas riposter, qu'il faut juste à nouveau engager les négociations. Mais ce que très bien que la France, tout d'abord, c'est très bien articulé, c'est très bien compris qu'il y a la menace russe, que c'est l'acte de guerre quand il y a l'avion français qui est attaqué. Et ce qui est intéressant, il y a toujours la question comment riposter pour ne pas provoquer davantage d'agression. Et ne pas dans l'escalade. Voilà, oui. Mais comme on voit, c'est très intéressant parce que c'est le psychotype de Poutine. Quand on riposte, il fait comme si rien n'était. C'était avec l'avion russe qui était abattu en Turquie. C'était même avec la chute du régime d'Assad. Est-ce que quelqu'un a vu Assad vivant avec la conférence de presse? Non. En fait, Poutine, il fait croire qu'il soutient les régimes, mais dès qu'il tombe, il fait comme ni rien n'était. Donc il faut riposter toujours, parce que c'est quelqu'un que quand il y a l'Ukraine qui attaque, maintenant on attaque avec les drones des usines et des dépôts militaires, ils font croire que comme si, oui, c'était notre planning toujours. Mais ici, il y a la menace et heureusement que ça se voit clair et il faut riposter puisque c'est quelqu'un qui essaye d'aller toujours un peu plus loin et surtout à quelques jours de l'investiture de Donald Trump où il y a aussi un jeu de démonstration de force. Vous disiez tout à l'heure, Thomas Misraki, que c'était des incidents qui étaient finalement très fréquents. Donc on dédramatise Général Chauvency. Néanmoins, est-ce que on n'est pas à l'abri d'une erreur humaine, d'un coup de sang, et c'est ça vraisemblablement ce qui pose question. Ouais, c'est toujours possible, mais on est dans la gestion, je dirais, du recours à la force, en fait. Hein. On sait pertinemment que si un breguet atlantique était descendu demain, le choc, je dirais, militaire serait énorme, pour une raison très simple. Ça serait une agression physique sur un État membre de l'OTAN qui a mis des moyens à la disposition de l'OTAN. Donc on est dans la gestion du risque.
effectivement, il peut y avoir une erreur un jour, mais pour l'instant, à ma connaissance, historiquement, les erreurs n'ont pas eu lieu. On a toujours été capable de maîtriser, parce que de part et d'autre, on sait que c'est une communication du temps de guerre, en fait, enfin du temps de crise plus exactement, qu'on gère parfaitement bien. Ce sont des messages, il faut les interpréter comme des messages. Alors, quelle que soit l'interprétation qu'on en donne, ce sont des messages, on n'en est pas à l'affrontement militaire. En tout cas, je voudrais qu'on écoute le général Paloméros, qui évoquait cette période de guerre froide. On n'est pas dans la guerre hybride, là, c'est vraiment, on est dans la guerre froide, disons. Et c'est une manifestation supplémentaire du fait que dorénavant, il faudra retrouver ses réflexes de guerre froide sans perdre son sang-froid, mais en prenant toutes les mesures pour protéger en particulier les avions, les bâtiments de la marine. Oui, c'est le mot qui revient là, on est dedans. Oui, c'est un message et c'est un test aussi à la fois pour rappeler à l'adversaire qu'on est là, qu'on est vigilant. Ça se passe des deux côtés, il faut être complètement honnête. Les pilotes français qui sont engagés dans les opérations internationales vous le disent parfois. On voit jusqu'où on peut aller, on voit où se situe l'ennemi. Ça permet de comprendre les rapports de force. D'ailleurs, lorsque vous regardez les chiffres de l'OTAN et ces 300 interceptions d'avions russes en 2023, l'essentiel se situe où ? En mer Baltique. Pourquoi ? C'est très simple, il suffit de regarder la carte, c'est une enclave russe et Kaliningrad, les avions russes vont du territoire russe jusqu'à Kaliningrad, cette enclave, très souvent. Alors ce qu'ils font évidemment, mais ça c'est pour mettre les nerfs de l'OTAN à rude épreuve et ils le font bien, c'est que ils débranchent leurs transpondeurs, donc ils ne sont plus identifiés, on ne connaît pas ou mal leur plan de vol. Les interceptions généralement c'est quelques secondes, c'est très bref, c'est un avion qui vient se mettre à votre niveau et qui dit hop, il faut que ça s'arrête là tout de suite. Les avions rentrent dans le droit chemin et c'est comme ça que ça se passe. Il y a clairement de l'intimidation là, de part et d'autre. C'est le vrai terme, c'est de l'intimidation et la création d'un rapport de force, je dirais, visuel. Enfin, n'oublions pas non plus qu'actuellement dans les États baltes, c'est l'OTAN qui en assure la protection aérienne. Donc on a des avions aussi très proches. Donc effectivement, on a un enchevêtrement d'outils militaires, d'instruments militaires en l'air, où chacun montre un petit peu qui il est, ce qu'il va faire. Et puis à un moment donné, effectivement, le stop à arrêter de voler dans ce coin-là, ça veut dire aussi arrêter de venir vous renseigner chez moi. Et de part et d'autre. Donc c'est un jeu risqué, comme vous l'avez soulevé comme question tout à l'heure. C'est un jeu risqué, mais un jeu maîtrisé. Après, oui, c'est des hommes qui maîtrisent leurs appareils. Il y a un an, je crois que c'est 5 avions russes qui avaient été gentiment accompagnés par des Mirage 2005 qui étaient basés en Lituanie. Donc voilà. Marion Buchet, vous êtes revenue avec nous, experte aéronautique, ancienne pilote de chasse. Un jeu maîtrisé, nous disent le général Chorancy et Thomas Misraki. Vous partagez cette expression ? Oui, c'est ce qu'on voit dans l'attitude de la Russie depuis le début de la guerre en Ukraine, avec des escalades qui